Voilà, on va s'asseoir. Donc aujourd'hui, et à ce moment-là, on va vous parler du cycle de l'eau et de sa magie. Pour cela, je suis accompagnée d'Agnès Ducharme, chercheuse au CNRS, et de Heidi Sylvestre, glaciologue. Et moi, je suis Fantine Attentia, je travaille pour une association d'éducation à l'écologie et notamment à l'eau qui s'appelle la Water Family. Donc on va aussi discuter après avec Thibault Lamarck, qui est le fondateur de Castali, mais qui va nous rejoindre en cours de route. Donc voilà, si vous voyez une troisième personne arriver, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc avant tout, avant de commencer les discussions, on va peut-être revenir sur le sujet, tout simplement, d'essayer de définir ensemble ce qu'est le cycle de l'eau. Alors, c'est pas forcément une question aussi facile qu'elle ne paraît, mais je vais vous laisser répondre avec vos expertises de chacune. Super. Bonjour tout le monde. On est trop contente d'être là. Vraiment, je suis ravie de sortir des bâtiments pour me retrouver un petit peu à l'air pur. Ça fait vraiment du bien. L'air de Paris. mais super de pouvoir se rassembler en tout cas autour de ce sujet si important. Donc moi, je m'appelle Heidi Sylvestre, je suis glaciologue et je vais parler donc d'une partie microscopique du cycle de l'eau qui est quand même importante. C'est évidemment la neige et les glaciers. Aujourd'hui, on est tous conscients, mais il faudrait qu'on le soit encore plus, que ces montagnes, c'est parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Déjà parce que les montagnes forment un certain obstacle et forcent les nuages à précipiter. Mais on a aussi la chance d'avoir un corps des montagnes. Vous avez vu ce qui est tombé là, comme neige il n'y a pas si longtemps que ça. On a un corps des montagnes où il y a des chutes de neige et où on a des glaciers. Alors moi, ma vraie spécialité, c'est vraiment ces glaciers. On en a 270 000 sur Terre, des glaciers de montagne. Et si on les met tous bout à bout, ça représente à peu près 2 fois la taille de l'Allemagne. Donc quand même, ça pulse les glaciers. Et on a calculé qu'il y a 700 millions de personnes sur Terre qui utilisent l'eau qui vient de la fonte de la neige et de la glace. Donc l'eau qui ruisselle, je pense qu'on va beaucoup en parler. Et si on dézoome un petit peu, c'est 2 milliards d'entre nous qui dépendent de cette eau qui vient des montagnes. Donc comme quoi, cette partie du cycle de l'eau, elle est très importante. Et comme vous le savez, on en reparlera, mais cette partie du cycle de l'eau, la cryosphère, la neige et la glace, réagit très vite au changement climatique. Et malheureusement, ça risque de bouleverser ce beau cycle de l'eau encore plus. Et du coup, dans le cycle de l'eau, quel va être le rôle de ces montagnes ? Alors, ce qui est intéressant, c'est au niveau saisonnier, en fait. Donc, ces montagnes, c'est vraiment des châteaux d'eau qui vont nous amener de l'eau douce. Mais en fait, on s'attend, notre système, notre économie, certaines de nos industries, et l'agriculture, bien sûr, s'attendent au fait qu'à la fin du printemps, la neige fond, donc ça nous amène une certaine quantité d'eau, que pendant l'été, et surtout en pleine canicule, les glaciers vont nous amener énormément d'eau douce. Et alors c'est peut-être anecdotique, mais il y avait une mesure qui avait été faite en 2003 le long du Rhône. Le Rhône, évidemment, qui est raccroché au glacier du Rhône, mais pas que. Il dépend aussi des précipitations, il dépend aussi de la neige. Il avait été calculé pendant cette canicule de 2003 que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers pendant cette canicule. Le reste de l'année, c'est vraiment quelques pourcents, pas beaucoup plus. Surtout pendant les autres saisons, elle est très peu en hiver. Mais imaginez le long du Rhône, la quantité d'énergie. Bonjour Thibault. Bonjour. Et voilà, je fais une arrivée discrète. Mais imaginez la quantité d'industrie, les centrales nucléaires, le fait que le bassin Rhône-Méditerranée, c'est un des plus grands bassins agricoles en termes de volume produit en France. Donc c'est important, quoi. Ça reste absolument vital aujourd'hui, ces quantités de neige et ces quantités de glace. Et malheureusement, elles prennent très cher avec le changement climatique, c'est clair. Donc on entend qu'à la période de l'été, elle va fondre, elle va commencer à couler. Et donc, que se passe-t-il après, une fois que l'eau quitte les montagnes ? Alors, l'eau. Bonjour d'abord à tous et à toutes, et merci d'être là. L'eau de fonte des glaciers, du manteau neigeux, des calottes dans certains milieux, s'écoule dans les bassins versants, le long du relief, en fait. Et un des principes importants du cycle de l'eau, c'est que l'eau se déplace, et elle se déplace du haut vers le bas en suivant la gravité. Ça, il y a quelques exceptions à ce principe, mais en général, c'est ce qui se passe. Et les montagnes donc, sont en altitude, et l'eau de fonte, elle va couler vers le bas. Elle va couler en suivant la pente et rejoindre les rivières.
où elle va continuer son trajet vers la mer et donc être reprise ensuite par le cycle de l'eau global après évaporation et ça alimente à nouveau des pluies. Mais ce cycle de l'eau-là, que beaucoup de gens ont appris à l'école, ou vos enfants, pour les plus âgés d'entre vous, il n'est pas unique en fait. Il y a plein de cycles de l'eau sur notre planète à des tas d'échelles. Donc il y a le cycle de l'eau global qui est justement souvent appris à l'école, mais en fait il y a autant de cycles de l'eau qu'il y a de territoires, d'échelles. Et si on prend la Seine qui coule là à Paris, donc elle a un bassin versant qui l'alimente de 40 000 km² à l'amont de Paris. Qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant ? Peut-être vous ne savez pas. C'est l'ensemble des points du territoire ou des pluies qui vont tomber, ou bien de la neige qui va fondre, mais c'est assez rare dans le bassin de la Seine, va se retrouver à couler ici, en fait. Donc, c'est tous les territoires qui sont d'altitude plus haute que Paris et avec des lignes d'écoulement qui rejoignent la Seine ou ses affluents. Voilà. Et est-ce que l'eau est uniquement, du coup, en surface ? Est-ce qu'elle est aussi souterraine ? Et du coup, quelle est l'importance de l'eau, ce qu'on a souterraine ? Alors, Heidi nous a dit que dans le Rhône, en période estivale, quand il y a peu d'eau dans le Rhône, 40% étaient alimentés par la fonte des glaciers, en grosse canicule. L'eau de la Seine, en moyenne, à Paris, c'est 70 à 75% de l'eau qui a transité par le milieu souterrain, en fait, et qui est alimentée par ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Comment ça se passe ? Donc vous avez une goutte de pluie qui va arriver quelque part dans le bassin versant amont où nous sommes. Et l'eau, à ce moment-là, elle a deux choix. Soit elle ruisselle à la surface des sols, mais le plus souvent, elle va s'infiltrer dans le sol, alimenter les sols, les remplir. C'est important pour la vie de la végétation. Et si les sols sont suffisamment humides, donc s'il y a des pluies importantes, et c'est souvent le cas en hiver, l'eau va être capable, parce qu'il y aura beaucoup d'eau dans les sols, de s'écouler plus profondément, et elle va s'écouler vers le bas, en suivant sa gravité, jusqu'à ce que cette goutte d'eau rencontre une couche imperméable, argileuse par exemple, et il y en a. Sous nos pieds, il y a plusieurs niveaux de couches imperméables et on est en fait assis sur plusieurs formations qu'on appelle aquifères. C'est des roches poreuses qui contiennent de l'eau et qui sont ces nappes phréatiques, qui contiennent ces nappes phréatiques. Et donc, une fois que l'eau a atteint cette couche imperméable, elle ne peut plus couler vers le bas, elle va couler horizontalement et progressivement rejoindre la rivière. Et donc, un des points très importants du cycle de l'eau et des écoulements, et des trajets de l'eau en fait dans les paysages, c'est que l'eau elle est pratiquement jamais statique. L'eau elle coule. Quand elle est liquide, l'eau elle coule vers le bas quand elle coule ailleurs si elle peut pas faire autrement. Et il y a finalement que quand l'eau est solide sous forme de neige, de glacier et de calotte qu'elle coule pas beaucoup. Et ça se discute puisque les glaciers en fait ils se déforment et finalement ils coulent un petit peu aussi. Aujourd'hui, l'être humain s'est développé un peu partout. Il s'est mis un petit peu sur le chemin de l'eau. Et du coup, comment est-ce que ce cycle naturel ou ces cycles naturels sont impactés par les activités humaines ? Comment est-ce que ce cycle de l'eau évolue aujourd'hui ? Je vais peut-être me lancer sur le changement climatique, non ? Parce que comme ça... Ouais, non, mais c'est vrai que cette cryosphère, donc ces régions de neige et de glace, réagissent ultra vite au changement climatique. Si on parle juste des glaciers de montagne, c'est des super baromètres du climat, quoi. Dès que les températures changent, dès que les précipitations changent, les glaciers vont bouger. Et là, il y a une énorme étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, qui nous parle de tous ces glaciers de montagne sur Terre et comment ils sont en train de changer. Depuis les années 2000, ce qui est vachement intéressant, parce qu'on sait tous ce que les glaciers font, évidemment, mais de mettre des chiffres dessus, c'est super important. Et donc, cette étude, elle nous révèle qu'avec l'augmentation des températures, les bouleversements des précipitations, les glaciers de montagne perdent tellement d'eau que chaque seconde, on pourrait remplir 3 piscines olympiques. Vous vous rendez compte, chaque seconde ? Cette étude nous montre aussi que si on regarde les glaciers européens, donc les glaciers des Pyrénées, les glaciers des Alpes, que c'est vraiment la région sur Terre où, relatif au volume de glace qui nous reste, c'est vraiment la région qui est le plus perdue depuis les années 2000. Et le chiffre va vous clouer, je pense. Depuis les années 2000, ces glaciers européens ont perdu 38% de leur volume. Vous vous rendez compte, juste depuis 2000, hein, je ne parle même pas de 50 générations en arrière.
Et donc, c'est évidemment des impacts sur toute la chaîne, sur toute la suite des écosystèmes et des activités humaines. C'est des questions d'arbitrage des usages. C'est des questions de quand est-ce que ces glaciers vont vraiment disparaître, parce que là, vraiment, la situation elle est très mauvaise. Mais réalisons qu'il n'est pas tout à fait trop tard pour essayer de sauver une partie de la population des glaciers sur Terre. Mais si on regarde les Pyrénées, c'est plié. Les Pyrénées, il est trop tard pour les sauver. C'est juste une question de temps avant que vraiment que ces glaciers disparaissent. Et pour les glaciers des Alpes, on peut encore en garder une certaine partie. Mais imaginons bien qu'une grande partie des glaciers qui descendent à basse altitude, cette longue lave va se retirer et qu'il restera, on l'espère, de la glace à plus haute altitude. Mais c'est clair que c'est des bouleversements pour toute la suite. Voilà, on vient de l'apprendre très bien. Cette eau, elle n'est pas statique une fois qu'elle est sous forme liquide. Et ensuite, c'est tous ces écosystèmes, toutes ces activités humaines qui vont être impactées par ça. Donc, gros boulot. Gros boulot, la perturbation au niveau de la neige, la perturbation des glaciers, il va falloir l'anticiper, ouais. Et donc, quels sont les risques et les enjeux s'il n'y a pas ou moins de ruissellement du coup de la part de l'eau? Avant de répondre à votre Bien sûr, question, je voudrais poser une question à l'audience. Pour sauver les glaciers dont Heidi a parlé, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre le réchauffement climatique et il faut limiter au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que par rapport aux glaciers, c'est ça, c'est nos émissions qui sont les coupables. Ouais, voilà. Complètement. Et le réchauffement qui est induit par ces émissions de gaz à effet de serre, il affecte le cycle de l'eau d'autres manières que juste la fonte de la cryosphère. On considère que une atmosphère plus chaude, les lois de la physique nous disent depuis pas mal de décennies, voire de siècles, qu'une atmosphère plus chaude est capable de contenir plus de vapeur d'eau. À chaque degré de réchauffement supplémentaire, l'atmosphère est capable de contenir 7% de vapeur d'eau en plus. Et ça amène une conséquence importante sur le cycle de l'eau, c'est que les précipitations, en moyenne sur toute la planète, elles augmentent. Et comme on a un cycle de l'eau où les précipitations et l'évaporation depuis océans et continents s'équilibrent, ça veut dire que aussi l'évaporation augmente de la même manière que les précipitations globales augmentent. Mais par contre, tout le monde ne profite pas de l'augmentation des précipitations qui a déjà commencé, qu'on peut déjà mesurer et dont on attend qu'elle va s'intensifier, d'autant plus que le réchauffement global sera important. En fait, à l'heure actuelle, si on regarde la distribution des précipitations sur la Terre, c'est pas du tout pareil partout. Ça, je vous apprends rien. Si on compare le Sahara ou les montagnes qui sont les châteaux d'eau, pas seulement parce qu'il y a de la neige et de la glace, mais parce que c'est les zones où il pleut le plus, eh bien, voilà, il y a une différence énorme. En Inde, dans les contreforts himalayens, il peut tomber jusqu'à 12 mètres d'eau par an. À titre de comparaison, à Paris, c'est 700 mm, donc 0,7 mètres par an. Et puis, dans le Sahara, c'est inférieur à 0,1 mètre par an. Et ce qui se passe quand l'humidité moyenne augmente dans l'atmosphère et que les précipitations globales augmentent, donc en moyenne sur la planète, ces pluies supplémentaires, elles vont être faites dans les endroits ou dans les périodes, dans les saisons où il pleut déjà, parce que les conditions sont favorables à la pluie. Et dans les régions sèches, dans les saisons sèches aussi, il va pleuvoir pas plus et souvent en fait moins, parce qu'il y a des circulations d'air en fait qui vont priver en fait une partie qui sont intensifiées, ces circulations, et donc une partie de l'humidité qui existait dans les régions sèches va aussi contribuer à alimenter des pluies excédentaires ailleurs. Et donc, on dit que le réchauffement climatique intensifie le cycle de l'eau parce qu'il augmente les précipitations globales et parce qu'il augmente les contrastes de précipitations entre les régions qui en reçoivent beaucoup et les régions qui en reçoivent peu, entre les saisons qui en reçoivent beaucoup et les saisons qui en reçoivent peu. Et saison, ça nous amène aussi à aller encore plus fin dans le temps. Il y a aussi les événements extrêmes, donc les précipitations extrêmes, les inondations rapides, comme à Valence, comme on a vu aussi en France l'automne dernier. Et ça, avec le changement climatique, les pluies intenses et les inondations associées vont être intensifiées, et ça a déjà commencé en fait. Et en même temps, les sécheresses, c'est-à-dire les moments les plus extrêmes des périodes sèches, comme il y a eu l'année 2022 par exemple, vont être plus sèches, plus fréquentes et plus longues aussi. Voilà. Bon. Donc c'est ça que le changement climatique nous promet, et c'est pour ça qu'il faut limiter nos émissions de gaz à effet de serre.
Moi, j'ai une petite question pour vous. Non, finalement, effectivement, le gaz à effet de serre, je pense qu'aujourd'hui, en 2025, tout le monde a compris ce que ça voulait dire, les enjeux de réchauffement climatique. Ça serait Pas bien. tout le monde. Est-ce que dans la salle, est-ce que la salle est non, mais là, ce qu'on voit et quand je vous écoute, ce qu'on comprend, c'est que le sujet de l'eau, c'est un sujet qui est essentiellement local et que les enjeux de l'eau sont à chaque fois des enjeux locaux, que ce soit sur les précipitations, que ce soit sur le ruissellement, que ce soit sur les pollutions. Et donc, ça n'a rien à voir avec le sujet du carbone, qui est un sujet mondial, puisque le taux de carbone est le même au niveau mondial. Les deux sont intimement liés. C'est clair que je suis d'accord, évidemment, l'impact du CO2. Le CO2 se balade partout sur la planète et ça impacte cette cryosphère, ça impacte le cycle de l'eau. Et que oui, évidemment que les impacts sont locaux, mais je parlais notamment, j'ai une de mes super potes qui est glaciologue qui bosse sur les glaciers de l'Himalaya, et je lui dis mais pourquoi est-ce que les gens en France ils devraient s'intéresser à ce qui se passe là-bas, quoi? Parce que c'est des problématiques locales. Si les glaciers dans l'Himalaya fondent, bah non en fait. C'est aussi du transport de marchandises, c'est du riz, c'est du coton, c'est une économie mondiale en fait qui est connectée aussi à ces situations locales. Donc finalement, hop, tout est lié. Et par ailleurs, il y a un gros acteur du cycle de l'eau dont on n'a pas du tout parlé encore, c'est l'océan. 97% de l'eau sur Terre. Pour l'instant, on n'a parlé que d'eau douce. C'est parce que c'est celle qu'on utilise nous et les écosystèmes terrestres. Mais donc 97% de l'eau, elle est salée dans les océans et les mers. Et elle est affectée par le réchauffement climatique, tout partout. Donc avec une température qui se réchauffe, l'eau se dilate. Ça contribue à l'élévation du niveau de la mer partout. Et l'autre contributeur à l'élévation du niveau de la mer, qui est en train de se produire sur tous les littoraux du monde entier, c'est la fonte de la cryosphère terrestre. Voilà. En effet, vous avez déjà commencé à aborder justement ces moments de sécheresse très forte qu'on peut voir par exemple même en France en été avec certaines communes qui sont en pénurie d'eau où les rivières sont à sec. Et en même temps, actuellement, il y a des inondations en Dordogne. Donc, est-ce que, comment justement on explique ces différences de quantité d'eau? Donc, on a un peu parlé de saisonnalité et du fait que voilà, c'était mouvant et c'était tout le temps un flux. Mais est-ce que du coup, en France, est-ce qu'on va manquer d'eau? Et voilà, est-ce qu'en France, est-ce qu'on va manquer d'eau potentiellement? Je pense que oui. En fait, c'est assez probable qu'en France, on finira par manquer d'eau si on ne prend pas des mesures préventives pour diminuer nos consommations d'eau, finalement. Pour l'instant, je vous ai parlé de l'impact du changement climatique sur les ressources en eau douce de manière assez générale. J'ai participé avec des collègues, ça fait une vingtaine d'années en fait que je travaille à essayer de quantifier comment les ressources en eau en France vont changer avec le changement climatique. Et on a publié récemment notre dernière étude qui est très convergente avec les travaux qu'on avait faits précédemment. Donc si je vous la fais courte, il y a des choses qui sont incertaines et il y a des choses dont on est à peu près certain en termes de signes. On a beaucoup de mal à quantifier ce qui va se passer dans les décennies à venir. La première des causes de nos difficultés, c'est qu'on ne sait pas combien de gaz à effet de serre vont être émis par les activités humaines et en fait ça pilote tout. Puis il y a aussi que nos modèles ne sont pas tout à fait assez... on procède par modélisation et nos modèles ne sont pas tout à fait assez fins pour avoir des estimations quantifiées précises. Mais sur les signes, dans certains cas, on est assez sûr de nous. Et donc les choses sur lesquelles on a beaucoup de certitudes, c'est que sur le territoire français, en été, les débits des cours d'eau et les niveaux des nappes phréatiques vont baisser à peu près partout, c'est une quasi-certitude. À quel point, c'est difficile à dire. Ça sera plus important dans le sud que dans le nord, mais les débits vont baisser. Et ils peuvent baisser jusqu'à 20, 30, 40%. Hein. Donc c'est important. À une période où il n'y a déjà pas beaucoup d'eau dans les cours d'eau et on a dans les périodes qui sont les périodes où on a des années de sécheresse. Une autre certitude qu'on a, c'est que dans le sud de la France, donc pourtour méditerranéen élargi, en fait, toute l'année, il y aura moins d'eau. Ça ne sera pas compensé par des apports supplémentaires d'eau. On entend souvent dire qu'il y aura plus d'eau l'hiver, moins d'eau l'été. Mais non, ça, ce n'est pas forcément vrai partout. Dans le nord, peut-être, on n'en est pas sûr. Mais dans le sud de la France, non, il n'y aura pas plus d'eau l'hiver pour compenser qu'il y aura moins d'eau l'été, c'est certain. Et donc, s'il y a moins d'eau qui coule en moyenne dans les cours d'eau du sud, dans la Garonne par exemple, ça veut dire qu'il y a moins d'eau pour faire tous les usages qu'on en fait. Le gâteau
qui est partagé à l'heure actuelle va être plus petit. Et en même temps, on sait qu'il y a une croissance démographique des activités économiques de plus en plus consommatrices d'eau. Donc à un moment, ça va se percuter, ça ne marchera plus. Et donc oui, on va manquer d'eau. Dans le sud de la France, c'est sûr. Et dans le nord, sans doute aussi, parce que ce n'est pas si facile de stocker l'eau d'une saison d'hiver à une saison d'été. Ça ne marche pas toujours bien. Et puis, de toute façon, l'été, il y a beaucoup de demandes et on doit partager aussi avec les milieux aquatiques, avec les écosystèmes. Justement, par rapport à cette répartition de l'eau, nous, on en a besoin pour nos activités domestiques, urbaines, industrielles. Mais en fait, la nature, elle en a aussi tout autant besoin pour maintenir le vivant vivant, pour maintenir les écosystèmes, la biodiversité. Comment est-ce qu'on peut répartir correctement justement cette ressource et quel équilibre entre les solutions, on va dire, technologiques et les solutions fondées sur la nature? Alors ça, c'est clair que c'est pas ma spécialité, mais je dirais la première chose, et après je vous laisserai parler parce que vous êtes vraiment au cœur du sujet, c'est déjà d'avoir accès aux meilleures données possibles. Demain, je me rends en Normandie. Ils ont la chance d'avoir un GIEC normand en Normandie, ce qui est trop chouette. Et j'ai eu la chance de parcourir leurs premiers résultats là, qui viennent de sortir en début d'année, où il y a des projections que tout le monde devrait savoir en termes de température, en termes de précipitation, en termes d'événements extrêmes qui vont arriver, de durée de ces événements, des jours de chaleur, etc., etc. Donc je dirais que la première chose, c'est déjà de rendre ces données accessibles, et c'est le cas, et c'est ce que la science essaie de faire le plus possible, et vraiment d'interagir avec les décisionnaires locaux. Mais toi, j'imagine, Agnès, tu dois être en plein dedans à partager ces données à ces territoires, quoi. J'imagine qu'ils utilisent les résultats qu'on a produits et que j'ai essayé de vous résumer, donc qui ont été financés par le ministère de l'écologie. C'est un projet qui a duré 4-5 ans avec la contribution du CNRS, d'INRAE, de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, des tas de collègues, le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière. Et les résultats qu'on a produits sont accessibles en fait. Il y a des sites internet où on peut visualiser nos résultats, on peut télécharger les données. C'est utile pour le grand public, pour des professionnels. Et c'est des données qui sont libres parce que ça a été produit par de l'argent public en exploitant les résultats, les simulations climatiques qui sont faites pour les rapports du GIEC, qu'on a transformés, adaptés et moulinés par des modèles hydrologiques pour avoir des débits et des niveaux de nappe. Et donc, si ça vous intéresse, les sites où vous pouvez accéder à ces données s'appellent DRIAS Climat et DRIAS Eau. Ils sont opérés par Météo France avec le soutien de financement public. Mais peut-être que la question derrière, c'est les usages de l'eau. Et quand on sait que le premier prélèvement d'eau en France, c'est l'agriculture, de consommation d'eau, c'est l'agriculture. La question qu'on peut poser finalement, c'est comment est-ce que l'agriculture va s'adapter, puisque les agriculteurs sont les premiers concernés. Là, il n'y en a pas sur la table ronde. Et souvent, finalement, quand on parle d'eau, moi je parle régulièrement d'eau, il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs ou de coopératives d'agriculteurs qui viennent parler des changements nécessaires à leur modèle d'agriculture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, si j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal en fait, surtout l'année dernière, pour évoquer des sujets, principalement des événements météorologiques extrêmes, mais donc on tombe aussi évidemment dans le sujet de l'eau. Et c'est un sujet, oui, ultra épicé, si j'ose dire, pour l'agriculture. C'est très compliqué. Je pense que ce qui a vraiment mis en lumière ce sujet, c'était évidemment les méga-bassines, voilà. Essayer de contourner certaines réglementations en prélevant l'eau pendant une certaine partie de l'année, la stocker pour pouvoir l'utiliser le reste de l'année, avec plein de conséquences évidemment sur le reste du cycle de l'eau et sur les écosystèmes. Et il y a aussi des différentes pratiques agricoles, prendre soin des sols, changer une certaine saisonnalité. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent pour l'agriculture, mais clairement l'agriculture n'est pas du tout aidée pour anticiper ces changements. Et donc oui, évidemment, l'agriculture, on en a besoin. C'est ce qu'ils me disaient, il faudrait y penser 3 fois par jour, au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Et ils ont raison. Et avec une population qui augmente, évidemment, la question se pose, comment on va nourrir cette population? Donc voilà, changement des pratiques, rotation des cultures, prendre soin des sols. Il y a aussi des technologies qui sont en train d'arriver où en fait, on stimule les plantes. Alors, je ne vais pas émettre de jugement, mais on stimule les plantes pour les faire croire qu'elles sont déjà en état de sécheresse, pour qu'elles transpirent moins.
Mais vraiment, la question, c'est aussi jusqu'où on veut faire pousser du maïs en France quand il n'y a plus d'eau, quoi. Ça, c'est un sujet très épineux, mais très important. On a un petit peu parlé, Niès, vous avez évoqué les 97% d'eau salée. On compte 3% donc d'eau douce, dont 1% d'eau douce disponible. Qu'est-ce qu'on entend par eau douce disponible ? Est-ce que de l'eau douce, c'est forcément de l'eau potable ? Et sinon, comment est-ce qu'on potabilise l'eau ? Pour la potabilisation, je laisserai la parole à mon voisin, mais pour ce qui est de définir l'eau douce disponible, en fait, c'est toute l'eau qui coule dans les rivières et dans les nappes phréatiques, finalement, qu'on peut pomper avec des pompes, finalement. Et donc, on distingue... On distingue en termes d'usage les prélèvements, c'est-à-dire les volumes qu'on pompe dans les cours d'eau, mais qu'on peut rendre ensuite après usage. Donc, par exemple, quand EDF veut refroidir ses centrales nucléaires, c'est 50% des prélèvements d'eau douce qui sont faits en France. Mais en fait, il rend l'essentiel de l'eau sous forme d'eau douce liquide après être passée par les centrales. Mais par contre, l'eau, elle est réchauffée. D'accord ? Quand nous, on prend de l'eau au robinet, on la rend quasi intégralement, ensuite elle s'est restituée dans les cours d'eau. Mais par contre, s'il n'y a pas une station d'épuration après nous pour nettoyer l'eau après qu'on l'ait souillée, soit un petit peu si on fait la vaisselle, soit beaucoup si on va aux toilettes, voilà, à ce moment-là, on la rendra polluée. Des industriels vont la prendre et selon les usages, ils vont soit l'évaporer pour refroidir, par exemple. À ce moment-là, ils vont la faire disparaître. Et c'est ce que font aussi les agriculteurs. Ils prennent de l'eau, ils l'apportent sur les sols, et après, l'eau est reprise par la végétation pour fabriquer de la biomasse. Mais à ce moment-là, l'eau devient vapeur, elle disparaît de l'eau douce disponible. Temporairement, en tout cas, il n'y a que le cycle de l'eau qui la ramènera. Donc, il faut distinguer les prélèvements en eau qui rendent l'eau dans les cours d'eau, et ce qui peuvent transporter de l'eau des nappes vers les rivières d'une manière plus rapide que naturelle. Et puis les consommations en eau, c'est quand l'eau douce qu'on a prélevée sous forme liquide, on va la transformer rapidement en eau vapeur. Et donc la difficulté de l'agriculture, c'est qu'en termes de consommation, c'est l'acteur majoritaire. En été, l'agriculture, c'est 80 ou 90% de la consommation d'eau douce, finalement, au moment où il y a le moins d'eau et au moment où il y a aussi beaucoup d'autres usages, parce qu'il y a du tourisme, que les gens qui sont en vacances prennent plus de douches que les gens qui ne sont pas en vacances, ce genre de choses, évidemment. Et puis, ils sont concentrés dans certaines régions particulières qui souvent sont chaudes et sèches. Voilà. Et donc, ça pose vraiment des problèmes de répartition, d'arbitrage entre les consommations. Et je vous incite à penser à ce qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, par exemple, donc autour de Perpignan. On a là-bas donc des glaciers qui ont disparu, une sécheresse qui a duré, un déficit de pluie qui a duré 4 ans. Il y avait la même chose en Espagne, dans la Catalogne espagnole. Beaucoup d'agriculture, donc du vin, des vergers, etc., dans les parties basses autour de Perpignan. Et puis beaucoup de tourisme, avec des waterparks et je ne sais pas quoi, d'autres, des piscines partout, du golf, etc. Et donc, évidemment, quand il n'y a plus d'eau pendant 4 ans, les gens se disent... de toute façon, il y a moins d'eau, il y a des coupures au robinet, il y a des usages qui sont interdits, etc. Mais c'est un bon modèle de ce qui peut advenir de manière plus large dans tout le pourtour méditerranéen, dans tout le bassin de la Garonne qui est extrêmement menacé par le changement climatique. Et une des meilleures solutions, je pense, qui est à notre devant nous, c'est de diminuer la quantité d'eau qu'on utilise. On peut le faire à titre individuel relativement facilement. Je pense qu'on peut facilement diminuer de 30% notre consommation d'eau, de même que sur l'agriculture, tu as dit il faut bien nourrir tout le monde, mais on gaspille quand même en France 30% de l'alimentation qu'on achète. Et puis ensuite, les industriels, les agriculteurs peuvent faire leur part. On peut aussi faire en sorte que les réseaux d'adduction d'eau potable fuient un peu moins, même si c'est extrêmement cher. Voilà. Sur la potabilisation de l'eau, ce qu'il faut savoir, c'est que les Français, c'est à peu près 150 litres par jour.
dont 1% qu'on va boire, mais les 150 litres qui vont être distribués à votre robinet, c'est de l'eau potable. Donc c'est de l'eau qui respecte une norme européenne et qui permet de boire de l'eau que vous allez mettre dans la douche, dans votre machine à laver ou dans vos toilettes. Et si on prend l'exemple de la ville de Paris, Haute-Paris, donc c'est un système qui est finalement qui date un peu, puisque c'est le baron Haussmann qui a construit des aqueducs. Et donc 60% de l'eau de Paris vient de source du côté de Fontainebleau, et donc transportée par aqueduc, qui subit des traitements, puisque même à Fontainebleau, il y a de l'agriculture et donc il y a des impacts. Et c'est assez simple de traiter de l'eau. Ça passe par différents types de filtres, des filtres à sable, des filtres à charbon, des filtres à UV, de l'ozone. Mais c'est assez simple de filtrer de l'eau, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de polluants, de micropolluants, que le public attend finalement une eau de plus en plus qualitative. Parfois, le public, il n'y a pas de jugement de ma part, mais on ne va pas faire attention à ce qu'on mange, mais on va râler parce qu'il y a des traces de pesticides ou de PFAS dans l'eau du robinet. Et donc, à partir du moment où vous voulez augmenter la qualité de l'eau pour ce 1% d'eau que vous buvez au robinet, il y a d'autres systèmes qui sont beaucoup plus complexes, qui sont beaucoup plus énergivores. Et je pense à l'osmose inverse basse pression. Il y a un très gros projet à plusieurs milliards d'euros qui est porté par le CEDIF, qui est le syndicat des eaux d'Île-de-France, où là, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on déminéralise complètement l'eau, on récupère la molécule H2O, on rejette tout ce qu'il y a dans la rivière, et puis on reminéralise l'eau pour qu'elle soit buvable. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas plus facile, finalement, de dépolluer à l'origine, c'est-à-dire de faire attention au rejet des différentes méthodes d'agriculture ou des différents industriels. Ça, sans doute que c'est plus facile de stopper les pollutions à la source. Et puis après, est-ce qu'on a besoin d'avoir ce niveau de pureté pour 1%, le 1% qu'on boit? Voilà. D'ailleurs, là, je vais faire un petit coup de pub pour ma boîte. Ce qu'on dit chez Castelli, c'est qu'en venant microfiltrer l'eau du robinet sur le lieu de consommation, on évite le transport des bouteilles entre la source et le lieu de consommation et le contenant en plastique ou en verre perdu. Et j'ai une question pour toi, la Water Family. Alors vous dites, vous mettez quelle solution aussi en avant? Et comment est-ce que, j'imagine que vous aidez aussi ces dialogues entre les différents usages. Raconte-nous. Merci. Déjà, au tout début, on a discuté du fait de partager ces connaissances-là. Nous, c'est ce qu'on fait. On crée ces outils pédagogiques. On vient outiller les enseignants et enseignantes à pouvoir partager ces connaissances sur l'environnement et notamment sur la ressource en eau. Et on essaye de ne pas démoraliser les jeunes. Donc on leur donne les moyens. Évidemment, on partage des éco-gestes du quotidien à la maison. Comme pour les enfants, c'est simple de pouvoir leur partager finalement de prendre une douche du temps d'une chanson. Et ça fait 3 minutes et il y a un petit challenge et c'est facile. En effet, on peut penser à la maison sur couper l'eau quand on se lave les dents sur les douches. Mais ça, c'est des gestes qu'on a, je pense, l'habitude d'avoir. Mais là où on a un plus gros impact, c'est sur l'eau invisible. C'est sur l'eau de nos consommations et de nos choix de consommation, à la fois dans l'agriculture, dans les biens qu'on achète, les vêtements qu'on porte, dans les outils numériques qu'on a. Et c'est vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire avant d'acheter plus. Et donc, les choses simples qu'on va pouvoir partager, c'est est-ce que vous avez un grand frère, une grande sœur, un petit frère, une petite sœur, un cousin, un ami, et c'est de redonner le vêtement, le pull trop petit. Et c'est des choses qui sont très accessibles. Et après, nous, on vient d'un défi sportif en pleine nature. C'est comme ça que l'association s'est créée. Et c'est évidemment de passer du temps dehors, d'apprécier la nature, de la comprendre, de vouloir la protéger, en étant émerveillé. Finalement, on a envie de pouvoir protéger tous ces petits écosystèmes et de revoir les choses invisibles du quotidien, même en ville, même à Paris, même dans la Seine, il y a plein de poissons et on ne se doute pas du tout qu'il y a toute cette vie à l'intérieur. Donc, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on fait à la Water Family. Est-ce que tu as quelques exemples à donner là, au public sur, par exemple, un régime alimentaire carné ou végétarien et les impacts que ça a sur l'eau? J'ai les chiffres. Si touchy. C'est un peu touchy, mais j'ai les chiffres. Non, c'est sûr. Déjà, il faut savoir que la quantité d'eau qui va être
utilisé en fait pour par exemple 1 kilo de bœuf va varier en fonction de si mon bœuf a été élevé par exemple au hasard au Brésil, que s'il a été élevé en France, et s'il a été élevé en France mais dans des conditions on va dire qui va être labellisé bio ou AOP, etc. Et en fait chaque choix va avoir une influence, notamment sur aussi la taille de l'animal. Potentiellement, une viande de poulet n'a pas le même impact qu'une une viande de bœuf. Et après, évidemment, il y a les options végétariennes. Mais donc, en fait, nous, on ne va pas forcément prôner d'être végétarien. En effet, c'est sûr que c'est une option idéale, dans le sens, en tout cas en termes de consommation d'eau et de bien-être animal. Mais c'est déjà de comprendre qu'il y a plein de pas qu'on peut faire avant de passer à ça, que c'est une option. Nous, on a un jeu qui s'appelle le jeu du burger, et le but, c'est d'avoir plein d'ingrédients. On se rend compte de la consommation d'eau de chaque ingrédient et de faire plusieurs burgers et de à chaque fois réduire la consommation d'eau. Et en fait, il y a plein d'options finalement avant d'arriver au fait d'être complètement végétarien. Et parfois, on peut avoir la même quantité d'eau, même si c'est pas enfin, on peut avoir la même quantité d'eau utilisée entre un burger végétarien et non végétarien. Parce que par exemple, on oublie aussi, mais le fromage, à la base, ça vient d'une vache qui a aussi consommé, et qui a aussi consommé de l'eau, etc. Et donc, du coup, il y a aussi de refaire les liens entre les différents usages. Donc, voilà, on fait ça. On s'amuse bien à la Water Family. Venez jouer avec nous, vous allez voir, c'est très fun. Du coup, voilà. Alors, très chouette. Est-ce que ces 1% d'eau, du coup, ils sont suffisants ? Moi, c'était la question aussi que je me posais. On n'a que 1%. Je pense que ça nous pousse à dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On a parlé de quantité, mais avec les pollutions et l'agriculture, on parle aussi de qualité d'eau. Donc, comment est-ce qu'on préserve aussi potentiellement, quels sont l'impact en qualité de l'eau, et est-ce que ça va suffire ? Ce qui est sûr, c'est que moins il y a d'eau, plus ça se concentre. Et d'ailleurs, pour avoir travaillé chez un énorme opérateur d'eau il y a quelques années, quand on avait un problème de pollution, et c'est toujours le cas, quand il y a un problème de pollution sur un captage, qu'est-ce qu'on fait ? On va le diluer avec un autre captage qui est plus pur. Donc c'est pas on retire la pollution, c'est qu'on dilue la pollution. Donc moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que la première façon de faire, c'est d'essayer de supprimer à la source la pollution. On le voit alors, globalement tous les opérateurs d'eau, mais aussi les grands minéraliers comme Danone ou Nestlé. Ils essayent de préserver, de promouvoir l'agriculture bio autour des points de captage pour éviter tous ces intrants qui arrivent directement du champ à l'eau. Et ils n'y arrivent pas très bien d'ailleurs, comme vous avez pu constater dans... Alors, il y a un scandale Nestlé Water, et ce qu'on peut voir finalement, c'est que cette catastrophe, on nous a vendu la pureté de l'eau minérale originelle pendant des années, le code de santé publique, le bon pour la santé, et ce qu'on voit finalement, c'est que certaines de ces eaux sont bien plus polluées que l'eau du robinet. Donc quand on achète une bouteille de Perrier ou de Vittel, il faut savoir qu'elle a été microfiltrée avec les mêmes technologies que Castali, ou avec les mêmes technologies que de l'eau potable, mais donc que vous achetez une eau du robinet embouteillée qui s'appelle Perrier ou Vittel, et c'est le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est pour moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le domaine de l'eau. Si ça se trouve, la marque Perrier, la source Perrier va disparaître et va être fermée, ça me paraît dingue. Mais je pense que ça traduit quand même quelque chose d'important que les scientifiques, on appelle souvent l'anthropocène. C'est-à-dire que les sources d'eau minérale, il y a 50, 100 ans, elles étaient pures. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de polluants sur les sols qui alimentent ces sources. Mais en fait, il y a tellement d'activités qui se sont développées et des activités polluantes. Il faut du temps aussi pour que les polluants... suivent les chemins de l'eau lentement dans le milieu souterrain et finalement puissent contaminer les nappes phréatiques profondes et les sources. Et c'est ce qu'on voit maintenant finalement. Et donc effectivement, il y aura sans doute de plus en plus d'eau minérale qui ne seront plus assez pures pour être bues sans traitement. Et c'est probablement inéluctable. Oui, et aussi quand on pense à la fonte de la neige, à la fonte de la glace, on a l'impression que c'est de l'eau qui tabasse, qui est super bonne en qualité.
Et en fait, on est en train de reconnaître vraiment, si je parle juste de ce qui se passe dans l'Arctique, en fait, ces régions de neige, ces régions de glace, elles sont, malgré elles, devenues des sortes de congélateurs à pollution. Et je vais vous donner un seul exemple. Au-delà des microplastiques, qui évidemment, il neige du microplastique de partout maintenant. Mais dans l'Arctique, on est en train de découvrir un truc, mais qui est vraiment terrifiant. C'est qu'en fait, quand on reparle du carbone, des énergies fossiles, quand on brûle du gaz naturel, du charbon, du pétrole, en fait, ça, comme coproduit, ça émet aussi du mercure. Et ce mercure, il se fait très vite balader par les vents, par les courants océaniques. Et en fait, le mercure s'est accumulé dans l'Arctique, qui est vraiment un puits à pollution, mais depuis des décennies et des décennies. Donc ce mercure, il s'est accumulé dans la banquise, dans le permafrost, dans les calottes polaires, dans les glaciers, dans la neige. Et ben malheureusement aujourd'hui, l'Arctique, c'est la région qui se réchauffe le plus vite sur Terre. Moi, là où j'habite, au Svalbard, depuis les années 80, on a gagné 8 degrés d'augmentation de température en hiver. Donc autant vous dire que voilà. Et donc cette glace, ce congélateur est en train de dégeler en quelque sorte, et cette pollution, elle est en train de se redistribuer dans tout l'écosystème. Elle se retrouve maintenant, on retrouve du mercure dans des nappes, on retrouve du mercure dans des rivières, on retrouve le mercure dans la végétation, le mercure se bioaccumule dans les animaux qui sont chassés. Et donc les populations autochtones, il y a quand même 7 millions d'habitants dans l'Arctique, hein, il n'y a pas personne dans l'Arctique du tout. Et ben dans cette région-là, et ben les personnes ont des quotas, voilà, de quantité de poissons, la pêche, la chasse qu'ils peuvent manger, tellement que cette pollution, elle est en train d'arriver. Et la même chose se passe évidemment dans nos glaciers, dans notre neige. Alors c'est certainement dilué, comme on disait, pour passer juste sous les seuils qu'il faut. Mais n'imaginons pas que cette neige et ces glaces, ce soient des ressources super pures et qu'on peut juste boire l'eau qui en sort directement. Non, non, il y a de la pollution à cause des activités humaines. Je vois le temps qui passe et on s'était dit qu'on aimerait bien donner la parole aussi au public. Donc, on va essayer de pouvoir prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous? Oui, je vois. Oui, près de Nonville. Et actuellement, il y a un projet de forage pétrolier à Nonville, à côté de Fontainebleau, donc qui nourrit l'eau de Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de projet? Jamais de la vie, pardon, hein, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, mais c'est là, sans déconner. Si on dit un truc, un call to action, là, mais qu'est-ce qu'on attend, quoi? Il faut qu'on envoie tous des messages, quoi, par rapport à ça, vraiment. Hein. Parce que c'est une chose de liker un post sur Instagram, mais là, vraiment, si on peut contacter... Alors, je ne sais pas qui est en charge de ce... Il y a une pétition, voilà. Alors là, il faut vraiment faire péter la pétition. Elle s'appelle comment, la pétition? Sur Green Voice. Et tu sais le nom Ah voilà, exactement. Non au forage pétrolier en Île-de-France, ouais. Ah bah franchement, là, faut se réveiller, hein, ouais. Mais merci à la pétition. Il n'y a pas une seconde à perdre et là, il faut vraiment qu'on s'énerve sur ces sujets comme ça, ouais. On ne peut pas demander aux agriculteurs de transitionner vers le bio, de faire mieux et moins, et en parallèle de ça, aller défoncer des nappes phréatiques qui approvisionnent 12 millions, enfin, non, 3 millions de Parisiens. Ouais. C'est complètement décalé, on est tous d'accord. Une question, je ne veux pas faire polémique, mais qu'est-ce qu'il faut penser des méga-bassines? Alors, je vais me lancer. C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Le point de départ, en fait, du problème des méga-bassines, c'est celui de l'agriculture intensive, de l'irrigation intensive, en fait, qui, dans tout l'ouest de la France, a été développée depuis des décennies, finalement, depuis la grande sécheresse de, pas 2022, mais de 1976, par les pouvoirs publics, en fait, avec beaucoup d'aides pour développer l'irrigation, notamment pour le maïs. Maïs qui sert à alimenter du bétail en France et à l'export. Et donc, petit à petit, les niveaux des nappes dans la région du Marais Poitevin ont diminué, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en 10-15 ans, les niveaux de nappes ont baissé de plus de 5 mètres
sachant que c'était des nappes qui sont à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et il y a même eu, dans les années 2003-2005, donc une autre grande période de sécheresse, les nappes par endroits sont tombées sous le niveau de la mer, en fait, à cause des pompages. Mais c'est vraiment très caractérisé, c'est documenté, tous les services publics de gestion de l'eau le disent, etc. Donc, quand le niveau d'une nappe à proximité du littoral est en dessous du niveau de la mer, ça favorise des intrusions d'eau saline. Donc, ça détruit en fait la ressource en eau douce. Parce qu'on peut, nous, animaux et les végétaux terrestres ne peuvent utiliser que de l'eau douce. Voilà. Donc, il y a eu ensuite, suite à ces épisodes induits par des surpompages, des mesures correctives dans les réglementations de gestion de l'eau, qui était de limiter la quantité d'eau que les irrigants pouvaient pomper chaque année. Et ça a nettement amélioré les choses, mais ça a bridé d'une certaine manière l'irrigation qui était préexistante. Et il y a eu une sorte de deal, c'est un mot à la mode, entre les pouvoirs publics et les agriculteurs, les gros groupes irrigants. Ils acceptaient de diminuer leur pompage en été si on les aidait à stocker de l'eau en hiver pour compenser une partie de ce qui pompe plus en été. Et c'est ça la substitution, c'est fait par des retenues artificielles, bien bétonnées, grandes, etc. Quand on va sur place, on se retrouve face à des murs de plusieurs, je ne dirais pas plusieurs dizaines de mètres de haut, mais 10 mètres de haut, de murs de terre, et derrière lesquels, entourés de fils de fer barbelés, il y a des caméras de surveillance partout, et derrière ça, il y a des grandes retenues d'eau de plusieurs hectares. Hein. Donc, il y a les gens qui promeuvent ces systèmes, c'est les gros groupes irrigants, en fait, hein, et ça leur permet d'irriguer davantage, donc de maintenir la surface de maïs irriguée. Et ils disent que c'est les méga-bassines qui ont amélioré le niveau des nappes. Mais ça, pour moi, c'est quand même une manière biaisée de voir les choses. C'est les réglementations sur la gestion de l'eau plus restrictives qui ont amélioré le niveau des nappes. Et les méga-bassines ne sont qu'une adaptation d'un secteur particulier qui a besoin d'eau pour son activité économique à en disposer moins parce qu'en fait, ils en prenaient trop et voilà. Donc après, la question, c'est que on pourrait se dire ça fonctionne, hein, ça aide les agriculteurs à continuer leurs activités. La difficulté, c'est que ça coûte très cher, mais en argent public, pour que des agriculteurs en dégagent des profits privés. Donc les méga-bassines, si elles étaient payées par les irrigants, ça ne serait pas rentable pour eux. Ça n'est rentable que parce que au moins 70% de ces infrastructures sont payées par l'argent public. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut investir l'argent public là-dedans ou investir l'argent public à faire en sorte que les gros irrigants irriguent moins, parce que de toute façon, il y aura moins d'eau, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit. Donc en termes d'adaptation, ça ne marche pas bien. Parce que ça sera limité. On voit en Espagne où ils ont massivement développé l'irrigation avec des pompages de plus en plus profonds et des réservoirs qui, à chaque année de forte sécheresse, sont vides. En fait, n'importe quel ouvrage de stockage face à une sécheresse forte ne suffit pas. Et donc, à quoi ça sert de payer beaucoup d'argent public à utiliser du béton qui émet des gaz à effet de serre pour quelque chose qui ne va pas être très utile dans le futur. Voilà. Ça, pour moi, ma réponse est que c'est inutile. Et par ailleurs, il y a un autre problème avec ces méga-bassines, c'est qu'il y a des projets de plus en plus nombreux. Et donc, ça peut aussi avoir des conséquences négatives sur les niveaux des nappes en hiver, qui vont de plus en plus, si ces ouvrages se multiplient, il y aura de plus en plus de pompage en hiver et donc moins d'eau dans les nappes en hiver. Quelque part, ça va revenir à diminuer la recharge des nappes qui se fait en hiver et il y aura des répercussions en été forcément. Voilà, donc les hydrologues professionnels, chercheurs, considèrent quasi tous unanimement que ces solutions-là peuvent être utiles un petit peu,
Mais si on les développe trop, l'effet cumulé sera probablement nuisible pour les ressources en eau. Et on en revient à la question de l'adaptation finalement de l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin en France, est-ce qu'on peut en France cultiver du maïs pour l'exporter ou pour nourrir du bétail? Je vous propose de clôturer sur ça, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Et la question flotte et restera à te poser. Mais du coup, merci à tous les trois pour ce temps d'échange et merci à vous.